Merci d'être venu ce soir pour cette, je compte plus maintenant, ce 50e peut-être Meetup Docker, mais aussi effectivement Meetup Kubernetes, Meetup Serverless. On a voulu faire ce soir une soirée en famille avec plusieurs communautés réunies. Tiens d'ailleurs, je vais commencer par une petite question. Qui vient par le biais du Meetup Docker ce soir? Du Meetup Kubernetes et Serverless? Et qui s'est inscrit 3 fois pour prendre 3 places en une? Vous étiez plusieurs à le faire, j'ai dû dédupliquer les listes. Faites attention parce que ça bouffe des places pour tout le monde. Et du coup, il y a moins de personnes qui peuvent venir. Allez, l'idée ce soir, c'est finalement de partager un petit peu autour de ces 3 communautés, tout simplement parce qu'au sortir de la DockerCon, il y a un certain nombre d'annonces sur lesquelles on va un petit peu revenir dans quelques instants, qui ont été faites. Et puis du coup, ça faisait vachement sens de partager l'agenda de la soirée de ce soir. Ça évite de dédupliquer les talks, de répéter plusieurs fois les choses, alors que finalement, il y a plein de choses à apprendre ensemble. Et puis c'est l'occasion d'apprendre à se connaître au travers de ces différentes communautés. Alors, ce qu'on vous propose ce soir, c'est pas un talk ou 2 talks comme on le fait assez traditionnellement dans ces différents meet-up. Ce qu'on vous propose, c'est finalement de faire plusieurs mini-talks, 4 mini-talks. Le premier, ça sera une petite rétro des principales annonces qui ont eu lieu à l'occasion de la DockerCon à Copenhague. Donc c'était à mi-octobre, c'est encore très frais. On continuera avec une petite présentation introductive des architectures serverless et d'OpenFaaS. Ça ira très très vite parce que ça servira de tremplin à une démo que fera Laurent juste dans la foulée pour bien prouver qu'on n'est pas dans la pure théorie bullshit, parce que je connais des mecs dans cette salle qui, sans démo, me disent un talk n'a aucun intérêt. Donc du coup, on vous proposera ça. Et pour terminer... Juste pour vous teaser un petit peu, le talk, ça va être une Native Cloud Application .NET Core, basée sur Kubernetes, sur des Raspberry Pi, avec OpenFaaS en serverless. Donc je pense qu'on a tous les buzzwords du monde là, mais vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Ça fait autant de chances de ne pas marcher. Non, je vais répéter ce matin. T'es à l'aise? C'est bon? Ouais. Et on terminera avec un comparo des différentes offres justement de plateforme Kubernetes qu'on monte on-prem ou sur des cloud vendors, qu'animera justement Ludovic Pio dans quelques instants après ces 3 premières présentations. Alors un dernier point avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. On recherche régulièrement des speakers pour ces différents meet-up. N'hésitez pas à vous faire connaître, c'est très simple. L'idée, c'est d'aller sur les pages meet-up, d'aller cliquer sur le petit bouton de contacter les organisateurs. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Poussez un petit message, proposez votre talk, le sujet, et puis on essaiera de vous répondre dans les plus brefs délais. Des fois, il y a un peu de latence, on s'en excuse. Mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse partager finalement tous ensemble, que ce soit toujours les mêmes qui prennent la scène et qui fassent l'article. C'est une communauté, on est là pour partager ensemble, donc n'hésitez pas, j'insiste, à vous proposer pour venir partager vos retours d'expérience, vos expériences, des trucs prospectifs, des trucs bizarres avec un mélange de, tu disais quoi, serverless, IoT, serverless, .NET Core, des choses comme ça. Et puis voilà. On remercie pour terminer bien évidemment Vente Privée qui nous accueille ici ce soir dans ces très beaux locaux. On les remercie au nom de ces 3 communautés évidemment. Et comme il vous le disait tout à l'heure, vous aurez là en plus la possibilité de visiter ces locaux après les présentations. Je vous invite à le faire, je l'ai fait lors d'un précédent meet-up. C'est assez sympa à découvrir. Allez, sans transition comme dirait l'autre, on va commencer avec une petite rétrospective. Alors on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Ça explique déjà pourquoi il y a des mecs du Meetup Kubernetes ce soir ici. C'est que l'une des plus grosses annonces qui a eu lieu à l'occasion de la DockerCon, c'est le support de Kubernetes dans Docker. Alors, Docker, aujourd'hui, il a été plébiscité évidemment par beaucoup de monde depuis très longtemps. Il est beaucoup plébiscité par les devs. Et il y a souvent eu, pendant longtemps, des réminiscences de certains ops qui finalement voyaient en Kubernetes une alternative qui faisait écho à des enjeux de robustesse, de fiabilité qu'ils ne trouvaient pas forcément ou qu'ils ne pensaient pas forcément trouver dans Swarm. Finalement, Docker apporte une solution un petit peu élégante en disant finalement, choisissez le scheduler qui vous intéresse, que vous utilisiez finalement Swarm ou que vous utilisiez Kubernetes, on va supporter les deux au sein de Docker Enterprise. Et ça vous permettra finalement de continuer à bénéficier de toute la valeur ajoutée de Docker, notamment vu des développeurs, utiliser la CLI de Docker, les paradigmes de Docker, tous les principes qui ont fait la force et l'engouement de Docker, et d'utiliser dans le moteur finalement des composants tiers comme Kubernetes qui pourraient finalement paraître pour certains plus éprouvés que Swarm.
Ça, c'est un premier point qui est assez intéressant à noter. Par contre, c'est important de le préciser, c'est pour Docker Enterprise que cette alternative va être proposée. Et en termes de timeline, c'est quelque chose qui devrait sortir en Q1 2018, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, vers mars 2018. C'est ça, avec Kubernetes 1.8, si je ne dis pas de bêtises. Kubernetes, pour l'instant, c'est Kubernetes 1.8, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Ok. Un point intéressant aussi, Kubernetes, c'est une partie de la solution, mais derrière, quand on fait du Docker, il y a plein d'autres choses qu'on fait. On fait des overlay network, par exemple, pour permettre à des conteneurs appartenant à une même stack applicative de se parler entre eux au travers finalement de plusieurs Docker Engines qui composent un cluster. Bah, ce genre de choses qu'on retrouvait dans les clusters Docker, on va les retrouver également, même si on passe par Kubernetes pour la partie scaling. Donc, ça permet vraiment de continuer à bâtir et de leverager sur les grands principes qui ont fait la force de Docker en changeant finalement une pièce dans le moteur. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement ça repose Docker là où il était le plus intéressant. Quand Docker a commencé au tout début, à ses racines, j'avais souvent tendance à dire dans les premiers talks que Docker n'avait rien inventé. Parce que finalement, il leverageait sur des systèmes de fichiers copy and write, AUFS et compagnie qui existaient déjà, sur l'isolation des processus, les namespaces, les C-groupes, sur des principes et des technologies qui existaient déjà. Ils avaient amené un concept, une façon élégante finalement d'envelopper les applications, de les packager et de les manipuler au travers d'une CLI qui parlait bien. La réalité, c'est que finalement, en proposant d'ouvrir à Kubernetes, on revient à l'essence même de Docker. C'est finalement avoir cette possibilité de tirer profit d'un concept très intéressant et à la fin, techniquement, que vous utilisiez un orchestrateur ou un autre, au final, vous utilisez les paradigmes de Docker de façon frontale et vous continuez à tirer profit justement de la facilité de Docker. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est ce que j'avais un petit peu commencé à dire, c'est qu'il y a une vraie parité entre ce qui va être supporté quand vous utiliserez l'orchestrateur de Swarm dans Docker Enterprise ou Kubernetes. Il y a une vraie parité en fait de fonctionnalités qu'on va retrouver. Et d'ailleurs, dans une intégration Docker Enterprise, vous aurez la possibilité de leverager même sur les deux orchestrateurs en parallèle. On avait pu avoir des démos dans lesquelles finalement vous pouvez voir dans votre plateforme Docker Enterprise le fait que vous pouvez déployer ensuite vos applications sur du Swarm, vous pouvez les déployer sur du Kubernetes, vous pouvez finalement utiliser ces deux plateformes simultanément au sein ces deux orchestrateurs simultanément au sein d'une même plateforme. Alors pour information, par exemple, aussi Docker Compose, que vous utilisez tous pour déployer des containers, sera supporté sur les deux. On aura le même Docker Compose file, que ce soit sur Swarm ou Kubernetes, donc les habitudes de développeurs, de déploiement ne changeront absolument pas, puisque ça sera complètement supporté, transparent, que ce soit sur Swarm ou Kubernetes. Un point intéressant également, la façon dont ils utilisent Kubernetes est assez sexy aussi dans le sens où ils n'ont pas repackagé, ils n'ont pas forqué, redéveloppé, refait des choses par-dessus. C'est vraiment une intégration standard de Kubernetes et Docker Enterprise va se positionner tout simplement par-dessus. C'est tellement utilisé de façon native, j'ai envie de dire, que finalement, même si vous installez la stack Docker Enterprise, la réalité, c'est que derrière, vous pouvez encore utiliser la CLI native de Kubernetes et interagir directement avec elle, tout en utilisant par ailleurs Docker Enterprise. Donc finalement, vous avez un cluster Kubernetes qui peut être utilisé au travers de Docker Enterprise, mais vous pouvez aussi l'utiliser de façon directe par ailleurs. Ce qui permet plusieurs choses, c'est d'une part de ne pas brider l'utilisation de Kubernetes au seul orchestrateur, à la seule plateforme Docker Enterprise, ce qui permet d'ouvrir la voie à d'autres use cases. Et ça permet également de faire en sorte d'utiliser des versions assez récentes de Kubernetes, parce qu'il n'y a pas de refactoring, il n'y a pas de modification de code. On est vraiment dans l'utilisation la plus native du produit. Effectivement, par rapport à Docker Enterprise Edition, on est vraiment on top of Swarm et Kubernetes. On a des apports de notions comme du ActiveDir, LDAP, Airbag, des choses comme ça. Et sur la photo que vous voyez, les ID des différents nœuds sont complètement les mêmes, que ce soit sur le Swarm ou le Kubernetes. Donc il n'y a vraiment pas de deux orchestrateurs différents. Enfin, il n'y a pas deux clusters avec des nœuds différents, mais ce sont les mêmes nœuds avec les deux orchestrateurs sur les mêmes nœuds. Tout à l'heure, je disais que
un des éléments qui a fait la grande force de Docker, c'est l'élégance du concept, la facilité de le comprendre, de le manipuler, de générer une image, de la percevoir pour les développeurs comme finalement un artefact applicatif, la facilité de le déployer sur une infrastructure, la facilité de se comprendre finalement qu'on soit dev ou qu'on soit ops, on arrivait à se comprendre sur cette façon de travailler. Et c'est un peu ce qu'on retrouve encore une fois dans le sens où finalement Kubernetes, on va pouvoir l'avoir dans du Docker Enterprise, mais finalement pour avoir la même expérience utilisateur ou plutôt développeur d'un bout à l'autre de la chaîne, vous allez aussi maintenant avoir la possibilité d'avoir du Kubernetes dans Docker for Mac et Docker for Windows. Donc ça vous permet finalement d'avoir les mêmes composants du début de la chaîne quand vous travaillez en tant que développeur sur votre plateforme avant d'aller pousser dans la CI/CD, que ça soit que les images soient industrialisées, qu'elles soient déployées sur des plateformes de casse. La réalité, c'est que le fonctionnement, les principes de ce cluster Kubernetes vont déjà s'appliquer à l'échelle de votre installation localisée sur votre poste de travail. Donc, Alors, qu'on soit bien clair, en fait, là on parle de Docker Community Edition, c'est local à votre machine. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir avoir des principes de clustering comme Docker Enterprise Edition a en utilisant du Docker Community Edition. Aujourd'hui, c'est pas très clair encore la direction vers laquelle va Docker, mais pour l'instant, le clustering hybride Kubernetes Swarm est vraiment réservé pour l'instant à Docker Enterprise Edition et Docker for Mac et Docker for Windows localement sur vos postes de travail. Mais il n'y a pas de déploiement possible, en tout cas on n'a pas trouvé de déploiement possible sur Docker Community Edition. Absolument. Allez, on change de sujet. MTA, le programme MTA, Docker a pas mal mis l'emphase sur ce sujet-là. Finalement, les grandes lignes du discours, c'était les suivantes. C'est qu'on est dans une période où finalement on demande, ou plutôt le business demande de plus en plus à l'IT d'être agile, d'aller vite, d'être capable finalement d'accompagner la besoin de vélocité et d'innovation de l'entreprise. Mais paradoxalement, les départements IT ont 20% de leur temps finalement pour innover et plutôt 80% de leur temps à faire de la maintenance, à gérer le legacy et à faire tourner la boutique. Tu viens de quelle entreprise déjà, Adrien ? Tu viens d'une grosse entreprise qui a des mainframes, c'est ça ? Il y en a, mais il y a aussi du Docker, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a du big data, il y a plein d'autres trucs très intéressants aussi. Et donc du coup, l'idée qui était mise en avant pour Docker, c'était finalement d'aider les DSI à retrouver de la capacité d'innovation en les aidant finalement à améliorer ce ratio innovation versus legacy management. Ils ont mis en place finalement un programme qui s'appelle le MTA, le Modernize Traditional Applications, qui finalement est un ensemble de méthodologies, de plateformes, de best practices aussi, et d'offres de consulting, notamment portées avec des partenaires comme il y a Avanade, il y a Accenture, il y a IBM. Je ne communiquerai pas sur mes concurrents directs. Ouais. Donc, juste pour vous dire qu'effectivement, que le programme MTA, là où on pense généralement quand on fait du Docker, on est sur des paradigmes microservices avec des containers qui vont scaler et de la donnée. Le Docker n'est pas fait que pour faire des microservices. Et le programme MTA est vraiment une volonté forte de Docker d'accompagner les entreprises à prendre leur legacy, à faire du lift and shift et les dockeriser et les mettre en place déjà dans Docker. Alors la façon dont ils voient leur démarche, c'est la suivante, c'est finalement commencer avec une application, aller jusqu'à la production avec cette application, ensuite faire du scale-out progressivement avec de nouvelles applications. La démarche consistant finalement à d'abord faire plutôt une sorte de lift and shift, l'idée étant principalement en fait de prendre les applications traditionnelles telles qu'elles sont et les porter dans Docker, puisque finalement Docker va permettre dans la plupart des cas de prendre les applications telles qu'elles sont, de les envelopper dans un conteneur. Ça va déjà permettre d'avoir un certain nombre de bénéfices comme créer de la portabilité, ça va permettre de massifier aussi le SI dans le sens où finalement vous pourrez exécuter plusieurs applications très hétérogènes sur les mêmes serveurs. Donc du coup, il y avait cette logique de cost saving qui était pas mal mis en avant. Il y avait un Rex, notamment de MetLife, qui parlait de gagner jusqu'à 50% de leur cost d'infrastructure, de mémoire. C'est plus de 76%, moi j'avais comme chiffre. Et en termes de TTM, donc réduction de time to market, on était à 99%. Puisqu'ils sont passés à un déploiement tous les 3-4 mois à plusieurs déploiements par jour. Et donc, une fois que ces premières phases sont passées, finalement, qui consistent à créer de la portabilité et en mettant les applications traditionnelles sans les refactorer dans les conteneurs, leur approche, c'est finalement au cas par cas, de façon opportuniste, de moderniser les stacks, moderniser les applications, déjà en leverageant sur de l'automatisation,
en passant tout ça en CI/CD pour générer ces images et les déployer, et après en refacturant au-delà des processus de delivery, les applications même, par exemple en découpant les monolithes en microservices, etc. Tout ce qu'on fait finalement dans les projets de transformation et d'évolution des applications, c'est de la pure architecture logicielle ensuite. Qu'est-ce qui était intéressant aussi de préciser? Donc oui, on l'a dit, hein, les outcomes qui mettaient beaucoup en avant, c'était du cost saving sur l'infrastructure, un plus grand time to market, sans obérer la sécurité aussi. Enfin, notamment, ils ont pas mal présenté le fait qu'il y avait des nouvelles fonctionnalités comme des commandes Docker Trust Sign qui vont se mettre en place pour pouvoir signer les images de bout en bout, donc accroître la sécurité, ce qui est d'autant plus intéressant dans une logique où les images vont se retrouver potentiellement de plus en plus sur du cloud public et sortir des murs traditionnels du SI. Profiter du scanner de vulnérabilité qui est intégré à Docker Enterprise, qui est finalement la plateforme qui permet de supporter tout ça, etc., etc. Il y a une petite démo aussi très intéressante sur un petit outil qui s'appelait le Docker Application Converter, une CLI qui s'appelait DAC. Alors la démo était un peu magique, il faut voir après ce qu'elle pourrait faire dans la vraie vie sur des cas complexes. Mais l'idée, en fait, c'est de prendre un système d'exploitation, voire un backup d'une image virtuelle. Et en fait, l'outil fait une petite introspection. Et finalement, par exemple, si vous avez une application en Java qui tourne sur un serveur d'app Tomcat, le petit outil est capable de vous générer finalement le Dockerfile, merci, qui permettra ensuite, dans un second temps, de générer cette image qui contiendrait un Tomcat, votre application, etc., etc. Donc ça permettrait de dockeriser de façon quasi automatique les applications. Donc à voir ce que ça donne après sur des cas complexes. Mais du coup, c'était intéressant effectivement à découvrir quand même. Alors, jusque-là, j'ai beaucoup parlé de Docker Enterprise, que ce soit dans le produit, hein, avec les annonces qui ont été faites autour de Kubernetes pour Docker Enterprise, ou sur le programme MTA qui a vocation finalement à accompagner les entreprises sur la dockerisation de leurs assets traditionnels et nouveaux, tout simplement parce que Docker a besoin d'évoluer, de se positionner sur ce marché, mais ça se limite pas à ça, dans le sens où il y a aussi eu une journée qui s'appelait le Moby Summit, qui venait finalement en aval de toute la conférence, qui avait, c'est vrai, une teinture très entreprise. Et le Moby Summit, c'était finalement l'occasion de remettre l'emphase sur tout un ensemble de projets sous-jacents à Docker, et sur tout pendant open source. Alors, qui connaît le Moby Summit une personne ou qui connaît le projet Moby? Un peu plus. Ok. Donc effectivement, comme Adrien a dit, Moby Summit, c'est vraiment mettre l'emphase sur tous les projets open source sous-jacents à ce que fait Docker Community Edition et Enterprise Edition, comme on verra sur le prochain slide. Effectivement, c'est quelque chose qui a vu le jour, notamment lors de la précédente DockerCon à Austin, en début d'année. Et l'idée, finalement, c'était d'aller à un étage différent de l'ouverture du code. Donc ça porte sur plusieurs choses. La première chose, c'est la componentisation, si on peut dire, des différents sujets relatifs à Docker. Alors on va le voir un petit peu après. L'idée, c'était d'éclater en fait toutes les fonctionnalités en un sous-ensemble de projets autonomes. Et le projet Moby, finalement, va permettre de servir de chapeau à tous ces sous-projets qui font le Docker ce qu'il est dans son pendant open source, mais va aussi permettre de proposer un ensemble d'assemblées de références qui vont permettre, finalement, de pouvoir simplement faire évoluer, quand vous en avez besoin, les composants sur lesquels vous avez besoin de créer du différenciant, et d'assembler, finalement, un nouveau système d'exploitation pour pouvoir déployer et opérer des conteneurs répondant spécifiquement à vos besoins. Alors ça fait écho au fait que dans le contexte de la présentation, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, il y a pas mal d'emphase qui avait été mise sur l'IoT, en parlant de use case industriel. C'était en keynote de première journée notamment, c'était Steve Singh qui en avait parlé. L'IoT, et globalement l'idée c'était de dire qu'on trouve évidemment du conteneur sur les serveurs, il y a du CAS, il y a des plateformes pour ça, c'est tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais potentiellement on va retrouver du Docker sur des plateformes de plus en plus hétérogènes, notamment dans le contexte de l'IoT, parce que finalement ça serait une façon de déployer et de faire tourner des applications sur des plateformes matérielles diverses et variées. Et donc du coup dans ce contexte là, l'intérêt c'est que vous allez devenir capable de pouvoir
construire un système d'exploitation ayant vocation finalement à être une base pour supporter vos conteneurs. Et ce système d'exploitation pourra être construit de façon spécifique en fait à vos contraintes d'environnement, à des devices spécifiques par exemple dans l'IoT ou sur d'autres types de plateformes par exemple. Le mainframe par exemple. Hein, le mainframe par le exemple. mainframe, il y avait effectivement des présentations autour de ça, utilisation de conteneurs Docker sur du mainframe. Comme quoi, tu vois, le mainframe a peut-être de l'avenir, qui sait. Et aussi sur des serveurs différents, des serveurs ARM. Alors je ne parle pas des chips ARM que vous avez dans de l'IoT ou dans vos téléphones portables, mais aujourd'hui on voit de plus en plus sortir des serveurs à base de chips ARM pour racker dans les data centers. Alors évidemment, les SOC ARM, ils ont une performance unitaire qui est assez minable. La réalité, c'est que sur ces serveurs-là, sur 2U, alors pour les ops, finalement, ça va leur parler. Pour les développeurs, c'est en gros, ça fait à peu près cette taille-là de serveurs dans une baie. Les U, c'est la hauteur. Grosso modo, ce que je veux dire, c'est que sur une densité extrêmement forte, vous allez vous retrouver avec des serveurs qui ont 300, 400 cœurs. 400 cœurs. Qui connaît Packet.net aujourd'hui? La même personne qui a été au Mobile Summit. Qui connaît Scaleway? Un peu plus de monde. Ouais. Scaleway aujourd'hui, et Packet.net aussi pour OpenFaaS généralement, tourne avec des processeurs unitaires. Donc un processeur c'est 96 cœurs ARM64. Donc c'est assez énorme en termes de densité. L'intérêt, c'est que finalement, dans un monde où on parle de microservices ou je crois de function as a service, mais on va y revenir, l'intérêt en fait, c'est que finalement, vous n'avez plus forcément besoin de grosses performances monolithiques pour des gros processus, vous allez finalement scaler de façon beaucoup plus horizontale, et dans cette logique-là, finalement, des serveurs qui ont des CPU avec des cœurs qui ont une performance unitaire qui est assez limitée, mais par contre qui permettent d'offrir une quantité de cœurs incroyable, ça fit bien finalement ces paradigmes d'architecture d'aujourd'hui. Mais revenons un petit peu à nos moutons. Donc sur ce projet Moby qui sert donc de chapeau aux différents sous-projets sur leur pendant open source de Docker, et passons un petit peu en revue les différents sous-projets qui existent. Alors on va pas forcément tous les faire en détail. On va peut-être parler de ce qui est un peu plus nouveau. Infrakit, par exemple. Tu veux parler d'Infrakit ? Par exemple, donc qui connaît pareil Infrakit? Je vais bien poser la question. Il y a une personne au fond que je connais, on va dire qu'il y en a deux. Infrakit aujourd'hui, c'est un composant fait par Docker pour faire ce qu'on appelle des architectures résilientes en termes d'infrastructure, où les nœuds vont en anglais self-healing, vont s'auto-réparer grâce à un check constant par Infrakit de l'infrastructure sous-jacente. Si un nœud est malade ou si un nœud est décommissionné ou tombé, Infrakit va se charger de remonter le nœud et de remettre le cluster d'aplomb. Et ça, c'est plutôt pas mal pour des infrastructures qui sont vraiment critiques. Mais ça va aussi permettre de scaler automatiquement via par exemple des métriques externes, scaler le nombre de nœuds. Si par exemple on va parler d'un Docker Swarm ou un Kubernetes, on va scaler le nombre de nœuds par rapport à la charge qu'on va demander automatiquement via Infrakit. Donc c'est plutôt intéressant. Allez, on s'en fait un deuxième. LinuxKit dans la foulée. Alors LinuxKit, c'est plutôt un sous-projet qui a vocation à permettre de créer un système d'exploitation spécifiquement en fait pour servir finalement de base à votre Docker Engine. Ça vous permet de construire des systèmes d'exploitation spécifiques et ça nous ramène finalement à cette logique d'appliance virtuelle parce que finalement votre système d'exploitation il sert à faire qu'une seule chose, c'est à exécuter votre démon Docker sur lequel vous allez déployer vos applications. Parce que finalement si vos applications sont toutes dockerisées, votre système d'exploitation, il n'a pas forcément besoin d'être universaliste comme on le connaît aujourd'hui avec les Red Hat, les Ubuntu, qui sont des distributions extrêmement vastes, extrêmement denses, extrêmement copieuses. Finalement, on n'en utilise qu'une toute petite partie. Donc là, ça nous ramène un petit peu à cette logique d'appliance virtuelle, à créer un système d'exploitation qui ne sait faire qu'une seule chose, c'est déployer, opérer des conteneurs. SwarmKit, finalement, c'est toute la partie orchestration historique de Docker. Et puis on a tout un ensemble, Compose que tu évoquais tout à l'heure, le DataKit pour gérer les plugins de data management, etc. Notary pour signer les images. Et en fait, ce genre de projet-là, vous l'utilisez tous les jours sans le savoir, puisque Docker Community Edition, Enterprise Edition, le masque. SwarmKit, typiquement, c'est la base de tout ce qui est orchestration Swarm, comme Adrien l'a dit, et HyperKit. Si vous avez un Docker for Mac, c'est la base de l'hyperviseur XAI.
Oui, finalement, Docker, c'est juste l'assemblage de ces différents composants. Et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous avez besoin de créer finalement une base différente, ou si vous voulez introduire un différenciant, vous n'allez pas forcément réinventer toute votre Docker à vous. C'était un petit peu CoreOS qui avait essayé de faire ça à une époque. Pas du tout. Non. Et donc du coup l'idée c'est que vous allez finalement permettre de réutiliser à peu près tous les composants et créer du différenciant uniquement là où ça fait sens. Alors on va juste passer en revue quelques annonces qu'on a trouvées intéressantes. On va pas forcément toutes les faire parce que j'en avais mis 2-3 pages, mais l'idée c'est finalement de se focaliser sur une ou l'autre d'entre elles. InfraKit qui est un sujet qui est assez jeune, donc tu le disais, ça permet de provisionner finalement de l'infrastructure. Ça va permettre par exemple de vous provisionner sur un cloud public toute votre plateforme Docker, en provisionnant finalement sur un cloud provider comme Amazon ou sur Google. Ça va vous permettre de provisionner les différentes instances de machines virtuelles, initialiser un cluster swarm par-dessus, le démarrer, le faire fonctionner, et puis ensuite faire le self-healing que tu évoquais, en étant capable de détecter si un nœud est tombé, d'en recréer un autre. Alors après, ça permet de faire des trucs plus complexes, c'est un petit peu ce qu'on avait évoqué dans un talk qu'on avait fait ensemble avec Ludovic d'ailleurs, pour la DockerCon, qui consistait notamment à créer notre propre cluster swarm par-dessus plusieurs cloud vendors et de le rendre en fait incassable dans le sens où InfraKit est capable de respawner des nœuds et d'être sur différents cloud vendors pour vraiment être agnostique de toutes les couches sous-jacentes. Ce qui est intéressant sur InfraKit, dans le cas présent, c'est que bien que ça soit un projet qui est très très jeune, on avait eu un petit peu de mal à le faire fonctionner. Pas du tout. Le fait est que, mine de rien, IBM l'utilise d'ores et déjà sur sa plateforme de cloud, parce que vous pouvez faire en fait du Docker Enterprise à la demande sur le catalogue de services du cloud d'IBM, et en fait ils utilisent de façon sous-jacente de l'InfraKit pour provisionner votre plateforme Docker Enterprise dédiée. Juste une petite question, qui utilise IBM comme cloud provider aujourd'hui? Quand même 3-4 personnes. Plutôt Bluemix, SoftLayer. Bluemix. InfraKit, c'est un système qui est très modulaire, qui a des plugins pour pouvoir justement aller parler à des cloud vendors ou avec des technologies différentes. Tout à l'heure, le use case que j'évoquais, c'était de provisionner un cluster Swarm par-dessus de l'Amazon, par exemple. En fait, aujourd'hui, il y a un nouveau plugin qui est sorti, qui est un plugin Kubernetes, qui permet de provisionner un cluster Kubernetes en fait, par-dessus cette infrastructure que vous spawnez avec InfraKit. Le catalogue est en train d'évoluer pas mal. La personne qui maintient ça, c'est David Chung. Il fait beaucoup de choses. Il recherche beaucoup de personnes motivées à le rejoindre. C'est un sujet qui est vraiment naissant. Moi, j'ai trouvé plein de choses intéressantes parce que ça vient finalement, pour les ops, pas mal compléter le panel de l'automatisation, des chantiers d'automatisation sur lesquels ils sont, parce que la vie ne se résume pas malheureusement au seul conteneur dans l'entreprise. Il y a pas mal de choses intéressantes. Par exemple, il a récemment fait un plugin qui permet finalement d'avoir, ça s'appelle le Selector plugin, ça permet finalement de dire je crée un cluster swarm, mais simultanément par-dessus, par exemple, 20% de nœuds chez Amazon et 80% de nœuds sur Google. Et en utilisant des clés d'arbitrage différentes. Donc il fait plein de plugins, il fait plein de choses. Et n'hésitez pas, si vous avez envie justement de vous investir un petit peu, c'est un projet qui est encore jeune et qui recherche, je pense, encore plein de gens motivés pour le faire avancer. Alors sur LinuxKit, on l'a dit tout à l'heure, finalement, LinuxKit permet maintenant de builder et de provisionner des systèmes d'exploitation pour architecture ARM64. Il y avait Resin.io qui a été pionnier dans la création d'une variante de Docker qui fonctionnait sur architecture ARM, notamment sur les Raspberry. Ils ont présenté une alternative au runtime de Docker qui s'appelle Balena et qui est vraiment optimisée pour les tout petits devices pour faire de l'IoT. Ça a une empreinte de stockage qui est très 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 faible. Le système est optimisé sur pas mal d'axes, notamment sur le nombre d'écritures disques, sur la gestion des pools et des pushes des images pour l'optimiser en petits morceaux, en parallélisant, en gérant en delta, en faisant pas mal de petites optimisations un peu partout, ce qui permet finalement de tirer profit de plateformes qui sont très très peu puissantes et qui sont très loin des plateformes sur lesquelles on utilise traditionnellement Docker. Je disais, Docker aujourd'hui, ça peut devenir une plateforme qui va devenir de plus en plus universelle. Il y avait CRI Containerd, tu veux en parler ? Alors rapidement, CRI, c'est une implémentation open source suite donc en 2016 à l'initiative de Docker pour proposer une interface de runtime de container qui est universelle. Aujourd'hui, par exemple, Kubernetes
a comme implémentation Cryo, si vous connaissez, et aujourd'hui on a Cry Containerd qui est en passe de devenir l'implémentation de base standard de tous les containers, tous les orchestrateurs, et qui va nous permettre surtout que Kubernetes puisse piloter du Cry Containerd et donc du Containerd en sous-jacent. Un dernier truc, c'est un message que je trouvais intéressant un petit peu de partager pour laisser un petit peu une porte ouverte à de la réflexion. C'est un message que je trouvais intéressant de partager parce que je l'ai entendu dans les propos de Steve Singh, le CEO de Docker, lors de sa keynote. C'est quelque chose que j'avais entendu quand j'avais été à la build. Microsoft parlait aussi de ce triptyque serverless, l'IoT, le edge computing et surtout l'assemblage de ces trois patterns, technologies ensemble. Je discutais avec Adrian Cockcroft, que j'ai eu la chance de rencontrer la semaine dernière, qui, pareil, parlait de cette combinatoire d'approches. Et en fait, finalement, ça va un petit peu dans cette dynamique plus large qui consiste à ouvrir le cloud. Finalement, pendant des années, le cloud s'est bâti. Il a permis d'offrir un catalogue de services qui permettait finalement aux gens à les déporter, à déplacer leurs assets dans le cloud, finalement d'une certaine façon de le recentraliser ailleurs. Je ne sais pas si on peut parler de centralisation sur le cloud, mais en tout cas de le déporter de ses murs vers le cloud. Et finalement, aujourd'hui, il y a une dynamique d'ouverture du cloud qui est en train de se mettre en place, qui finalement tend à créer de l'interopérabilité de l'échange, de la communication avec le monde extérieur, parce que finalement le cloud n'a pas pour seul client que des end-users ou des serveurs basés ailleurs. Il va être de plus en plus amené à échanger directement avec des pléthores de clients divers et variés. On en revient à l'IoT. On a également le edge computing aussi, qui consiste finalement à déporter une partie du calcul et une partie de l'intelligence à la frontière, c'est-à-dire la ressortir du cloud pour la remettre au plus près des nœuds, par exemple sur vos devices, justement pour ne pas forcément réinventer tout et tout remonter. Un exemple très simple, par exemple, de edge computing, c'est quand vous voulez faire du traitement vidéo, de l'analyse d'image, finalement, soit vous remontez vos flux vidéo systématiquement dans le cloud, et ça vous fait des bandes passantes de tarés, soit finalement vous allez avoir des devices qui vont faire la passerelle entre la caméra qui capte un flux vidéo, qui vont faire de l'analyse du pré-traitement, par exemple compter un nombre de passages sur une file d'attente, par exemple, et ne va remonter finalement de ce device vers le cloud que les compteurs, les métriques, les informations déjà pré-traitées intéressantes, pour justement éviter de remonter systématiquement tout, alors qu'on a des devices qui deviennent de plus en plus intelligents. On le disait tout à l'heure, les devices en IoT ont une capacité de calcul de plus en plus importante, et donc du coup ça nous amène à cette logique de edge. Et pour finir, le triptyque, ça veut dire trois choses, donc serverless en l'occurrence aussi, parce que finalement les architectures serverless, on va en parler dans quelques minutes, elles fit particulièrement bien ce monde-là, l'IoT en particulier, parce que finalement, on va le voir, ça va permettre finalement d'avoir une capacité finalement d'opérer des fonctions. Et dans le cas de l'IoT, on est vraiment basé sur l'event-driven programming, dans le sens où on va avoir beaucoup d'événements qui vont remonter et redescendre de ces plateformes de devices. Et du coup, ça appelle généralement des petits bouts de code, des petites fonctions assez limitées. Et du coup, ça va être une autre approche justement pour pouvoir gérer ces fonctions sur les plateformes. Et du coup, Adrien, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui existe dans l'univers Docker pour faire du serverless justement ? Un truc qui s'appelle OpenFast, mais on en parle dans une seconde, le temps de changer de présentation. Voilà, donc je te laisse un peu de temps, mais effectivement, je vais laisser Adrien vous présenter un peu OpenFast. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant qui vient du meetup serverless, donc j'espère que ça va vous intéresser. Il présentera les concepts d'OpenFast, et juste derrière, encore une fois, moi je vous ferai une démo avec tous les buzzwords du monde qui existent. J'ai pas réussi à caser le buzzword blockchain, malheureusement. C'est en cours d'étude. Mais on fera du blockchain as a service par-dessus du OpenFast. Sur de l'IoT, et on fera du mining sur l'IoT. Pas de souci. Voilà, je vous laisse avec Adrien après la présentation d'OpenFast.
Ok, alors d'abord un petit rôti rapide pour avoir votre feedback de la première présentation. On note rapidement avec une main, on a 3, on lève tous ensemble une main, avec 1, en grosso modo, allez regarder Santa Barbara, ça avait 100 fois plus de valeur ajoutée qu'être là ce soir. 5, c'était le truc à pas rater. Ça permet simplement d'avoir un petit feedback de la salle parce que vous êtes bien pensif, vous êtes bien sage. Du coup, ça me permet de savoir ce que vous en pensez un peu et noter en toute sincérité. Allez, on y va 1, 2, 3. Ok, merci. J'ai pas pris de photo, donc vous inquiétez pas, vous serez pas blâmé si vous avez noté en dessous de 3. Quoique j'en ai repéré 1 ou 2 avec qui on devra discuter. Non, plus sérieusement, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un petit feedback. Donc n'hésitez pas à noter au contraire de façon sincère. Allez, on continue. Serverless, effectivement, on a fait une petite. Alors. Si je fais ça, magie. Bon, je me suis pas foulé pour le template, c'est le même, on est d'accord. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite introduction très rapide à Serverless. Et pour pas vous polluer, très rapidement, on embrayera sur de la démo, un truc un peu plus vivifiant. On verra Laurence planter tout à l'heure, parce qu'avec un tel empilement, moi je suis pas sûr que ça va marcher. Ça va, t'es prêt? J'y crois très fortement parce que j'ai répété plusieurs fois. Ouais. Aucun souci. Bon, allez, serverless. Alors aujourd'hui, on a une certaine définition sur laquelle je vais venir dans quelques instants. Mais au tout début, les gens n'avaient pas forcément la même définition au tout départ. Il y a quelques années, quand les gens commençaient à parler de serverless, c'était plutôt l'idée de se dire, finalement, maintenant que j'ai des tas de services à valeur ajoutée dans le cloud, par exemple de l'authentification à la demande, par exemple du stockage avec S3, du stockage objet, de la database as a service, et plein de services, du queuing as a service, etc. L'idée, c'était de se dire, finalement, mon application, je me crée une application riche avec ma business logic, et puis finalement, je tape directement dans du back-end sur la plateforme. Donc, c'était plutôt ce que d'autres appelleraient aujourd'hui du back-end as a service aujourd'hui. Alors, c'est justement pas ce dont on va discuter ensuite. Mais je voulais préciser ça parce que ça a été pendant un certain temps la définition de ce que faisait la définition que les gens avaient de serverless. On va y arriver. Donc, qu'est-ce que ça serait plutôt serverless aujourd'hui? Ça serait plutôt quelque chose qui s'apparente à du function as a service. Parce que finalement, au tout début, on avait des applications, il y en avait des gros monolithes, et on avait pas mal de plomberies qui allaient autour. Puis finalement, aujourd'hui, on est dans l'ère des microservices, avec cette idée d'aller découper les monolithes en petits services plus autonomes, dont on va pouvoir découpler le cycle de vie, ce qui va nous permettre de faciliter un petit peu la fluidité du delivery de notre application en faisant évoluer les bouts de code le plus séparément possible. Et puis la notion de fonction, c'est d'aller encore plus loin, finalement, c'est de se dire, finalement, je vais me recentrer sur le code qui génère de la business logic, qui génère de la valeur. Tout le reste, c'est de la plomberie, ça ne me sert pas, ça ne m'apporte aucune valeur ajoutée. Donc finalement, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une plateforme qui gère tout, sauf la logique que moi je vais y introduire. Alors quand on fait ça, si on compare avec les offres de CAS, tout en bas, souvent, les applications monolithiques, c'était plutôt orienté IaaS, avec éventuellement un serveur d'app que vous configuriez maison, voire même pas du tout. Ensuite, on passait aux plateformes de PaaS, qui permettaient finalement de déployer des microservices, des applications directement sur cette plateforme de PaaS. Notez qu'on peut faire du CaaS, et parfois d'ailleurs les plateformes de PaaS leverage sur du CaaS, c'est bien, on peut empiler les boîtes les unes dans les autres. Et l'idée maintenant, c'est de faire finalement du function as a service. Alors, ce function as a service, comment ça marche? L'idée, finalement, c'est que vous avez un client qui va vouloir consommer un service, par exemple une API en REST. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas directement appeler votre microservice, votre code à vous. Il va en fait appeler une API gateway, qui, elle, ensuite, va gérer les services un peu transverses d'authentification, par exemple. Et ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va instancier à la volée le bout de code demandé, la fonction en fait dont vous avez besoin. Et cette fonction, elle va finalement être appelée, elle va être exécutée, elle va produire un retour qui va être remonté à l'API Gateway, qui va le remonter au client. On est dans un changement de paradigme assez profond, parce que dans le IaaS, le CaaS
ou même le pass, à un moment donné, vous avez un bout de code, vous avez des listeners, vous attendez, et puis vous traitez les requêtes. Là, votre bout de code, vous offloadez toute cette partie-là. Vous faites juste la fonction pure et dure. Tout le call de l'API, tout ce qui vient envelopper tout ça, c'est la plateforme qui va le gérer pour vous. Donc vous gérez votre propre fonction, votre code. Par exemple, je ne sais pas, si on prend un exemple très con, une fonction qui fait une simple addition, bah vous écrivez la fonction qui fait juste l'addition. C'est tout. Et finalement, toute la plateforme va gérer tout le reste. Cette définition des architectures serverless, elles sont un peu nées, ou en tout cas, elles ont beaucoup pris d'essor avec ce qu'on appelait les Amazon Lambda. Les Amazon Lambda, en fait, c'est la dénomination commerciale de cette approche chez Amazon, tout simplement. C'est né en 2014, et puis ça a commencé à accélérer fin 2015, début 2016. Et puis finalement, aujourd'hui, tout le monde sort sa propre plateforme de fonctions. Il y a Azure, il y a Google Cloud, il y a OVH, et puis il y en a plein d'autres, on pourrait les lister pendant des heures. Alors c'est bien, tous les cloud vendors ont leur propre plateforme, ils ont leur propre façon d'interopérer et de fonctionner avec. Donc ce qui peut poser problème si vous avez besoin d'interagir avec plusieurs fournisseurs de plateformes de cloud. Ce qui est intéressant, c'est que le business model est différent. Vous payez par exemple souvent au nombre d'appels de cette fonction. Ce qui est assez différent des modèles traditionnels où vous allez payer en nombre de machines virtuelles opérées par heure, etc., etc. Donc là, on est vraiment avec un modèle de pricing qui va payer à la consommation la plus effective qui soit. C'est finalement à l'appel qui est réalisé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, souvent sur la plupart des plateformes, les fonctions, elles ont une durée de vie limitée. Par exemple, je crois que chez Amazon, c'est 5 minutes de durée de vie. Au bout de 5 minutes, il tue la fonction en cours. Parce que sinon, ça serait trop pratique de démarrer une fonction qui exécute ou qui vit perpétuellement et de payer pour un espèce de call d'une fonction qui est exécutée de façon indéfinie. Mais il n'y a pas que les cloud vendors qui ont leur propre solution. Et ce dont on va un peu parler dans la suite de la présentation, c'est d'une des plateformes que j'ai listées, OpenFaaS en l'occurrence, qui sont des plateformes qui vous permettent de déployer votre propre plateforme de FaaS sur vos infrastructures. Alors ce soir, on va se concentrer sur OpenFaaS, qui a été lancé par Alex Ellis et qui est un projet qui a démarré avec une très très forte accélération dès le départ. Mais il en existe d'autres. Il y a OpenWhisk, qui était un projet porté par IBM au départ, qui est devenu Apache OpenWhisk depuis peu. Il y a Oracle FN, etc., etc. Alors, on peut se demander à quoi ça peut servir ces plateformes de serverless. En fait, la réalité, c'est que ça peut servir à plein de use cases. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de vous recentrer sur votre code métier et d'offloader un maximum de trucs. Alors ça, c'est le côté un petit peu intéressant de la chose. Par contre, ça ne veut pas dire que ça fit tous les use cases pour autant. Par exemple, pour que ça ait de l'intérêt, il faut que cette fonction elle puisse se lancer et être prête à travailler en très très peu de temps. Je me rappelle une grosse application sur laquelle je voulais faire de la scalabilité automatique dans la boîte où je bosse. Cette application, on avait plusieurs nœuds et pour faire de la scalabilité automatique, ça s'y prêtait bien parce que grosso modo, en termes d'architecture, il y avait une queue avec des objets à calculer, hein, des portefeuilles avec des instruments financiers dedans, pour faire simple. Et grosso modo, il y avait une cinquantaine de calculateurs qui dépilaient dans la queue et qui traitaient. Et puis en fait, le cluster était statique, il attendait, et puis quand il ne se passait rien dans la queue et qu'elle était vide, il y avait 50 calculateurs qui attendaient toujours. Mais en l'occurrence, je me suis dit, tiens, on pourrait faire un truc très, très scalable de façon dynamique. Ce qui peut être intéressant, c'est que finalement, on va instancier le nombre de calculateurs en fonction de la demande. Et finalement, si on allait encore plus loin dans le monde du serverless, finalement, mon bout de calcul de portefeuille, la réalité, c'est que ça serait une grosse fonction serverless, et finalement, c'est une fonction qui serait éphémère. On initialiserait, on lancerait et on exécuterait ce bout de code pour traiter un portefeuille, et ce bout de code mourrait à la fin. Et on en respawnerait autant que de besoin en fonction de ce qui arriverait dans la queue. Mais dans mon cas, ça s'y prêtait mal, parce qu'en fait, ces calculateurs avaient besoin d'énormément d'informations, des informations de marché, des informations de données référentielles et plein de trucs, qui fait qu'en gros, le calculateur mettait 5 minutes à démarrer. Donc il fallait beaucoup de temps pour démarrer le calculateur, pour faire chauffer les caches et compagnie. Et du coup, ça s'y prête pas du tout. Parce que si vous mettez 5 minutes à démarrer la fonction, autant finalement avoir un process qui est déjà chargé, qui est chaud, qui a tous ses caches et qui est prêt à faire le calcul. Donc l'idée, c'est que finalement, c'est très lié à la temporalité.
C'était Adrian Cockcroft justement qui avait balancé un tweet il y a quelques temps maintenant, qui disait finalement, dans une définition très large, on peut parler de serverless si vous avez finalement du code, même sur une plateforme de passe traditionnelle, qui est capable de démarrer et d'être exécuté en 20-30 millisecondes. Parce que finalement, on est dans une logique très éphémère. Et donc, on n'a plus besoin d'être en mode d'attente, en fait, que les demandes arrivent avec un listener. Ça fit notamment très bien l'IoT ou d'autres use cases comme les chatbots et compagnie, parce que en fait, ce genre de sujet se prête beaucoup à l'event processing dans l'IoT. Potentiellement, il y a beaucoup de use cases dans lesquels les devices vont aller remonter de l'information ou alors capter des informations ou échanger avec d'autres devices. Et souvent, c'est des petits éléments d'information qui remontent. Et c'est souvent pour mettre à jour des compteurs, pour mettre à jour de l'information, pour redescendre, pour calculer des choses très simples. Et du coup, ça s'y prête potentiellement assez bien. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent cette association d'idées qui se fait. Pareil, les chatbots, on est toujours dans cette logique d'interaction après tout, et ça s'y prête potentiellement assez bien aussi. Mais encore une fois, la démarche n'est pas forcément universelle. Donc là, on était un peu sur des généralités sur les architectures serverless, et donc pour OpenFaaS plus précisément, c'est quelque chose qui a été lancé donc par Alex Ellis, qui est un Docker Captain, à l'occasion de la précédente DockerCon aux US. En fait, c'était un cool hack qu'il avait proposé. C'est un petit contest qui était organisé en marge de la DockerCon. Il se trouve que finalement il a gagné, ça a été mis en avant. Son projet a été le projet qui a subi la plus grosse ascension sur GitHub de tous les temps, et je crois que c'est encore vrai à ce jour, en recevant je crois 7000 stars en très peu de temps. Enfin, c'était assez incroyable. Le fait est qu'il avait été beaucoup highlighté évidemment par Docker. Comment ça marche OpenFaaS ? Finalement, l'idée, c'est de leverager sur Docker. Alors, on va voir comment ça marche. L'idée, c'est de dire, votre bout de code spécifique, finalement, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un exécutable, un bout de code en JavaScript, un script Python, ça peut être tout et n'importe quoi. Et finalement, c'est quelque chose que vous allez mettre dans une image Docker. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Votre programme, vous allez mettre dans une image Docker. Et du coup, vous allez pouvoir bénéficier de toute l'universalité de ce qu'on retrouve sur une plateforme de CAS Docker, c'est-à-dire que maintenant on a des images pour Windows, des images pour Linux. Dans votre conteneur, vous pouvez mettre n'importe quoi, du moment que c'est un programme exécutable, donc ça peut être derrière. Vous pouvez appeler du Python, vous pouvez appeler quelque chose fait avec Node. Vous pouvez démarrer un binaire simplement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'on leverage sur une plateforme de CAS Docker traditionnelle, du coup, vous allez pouvoir installer ça on-prem dans vos propres data centers si vous avez besoin, mais vous allez pouvoir le déployer sur les plateformes Docker fournies par les cloud vendors, ça marche aussi, et vous allez pouvoir hybrider. Typiquement, dans les secteurs qui ont besoin de beaucoup d'élasticité, typiquement dans le domaine de la vente, il y a des cycles, il y a des pics sur des dates d'événements, les approches de Noël, ce genre de trucs. Vous pouvez très bien vouloir faire de l'hybridation et vous dire, finalement, j'ai dans mes murs une part de mon infrastructure, j'ai une base de mon cluster dans mes murs, parce que finalement, payer tout sur du cloud, il y a de plus en plus de monde qui se rend compte que ça coûte très cher et que le business model n'est pas systématiquement évident sur le cloud public. Donc finalement, je vais garder une part de mes assets, je vais garder une part de mon cluster chez moi. Mon cluster, je vais être capable finalement d'avoir un certain nombre de nœuds dans mes murs, mais aussi un certain nombre de nœuds chez mes cloud vendors. Mon cluster, je peux peut-être même le faire en sorte qu'il soit élastique. Typiquement, avec mon InfraKit, je vais être capable de pouvoir ajouter finalement des nœuds en fonction de mes besoins, de spawner des nouveaux nœuds dans mon cluster Swarm sur le cloud public si j'en ai besoin. Et du coup, finalement, je pourrais déployer mon application dessus. Et dans cette logique-là, du coup, je bénéficie de cette capacité d'hybridation pour mon approche serverless. Alors, comment elle marche ? Cette approche, finalement, elle est basée sur deux trucs principalement. C'est l'API Gateway, qui joue un peu le rôle de ce que j'expliquais tout à l'heure dans le schéma un petit peu plus généraliste. L'idée, c'est que l'API Gateway, elle va recevoir finalement les appels, et ensuite, elle va appeler finalement derrière un service Docker qui contient le code applicatif, avec un certain watchdog dedans. J'ai un petit peu décomposé la façon dont ça marche. Donc l'API Gateway, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reçoit les requêtes venant de l'extérieur. Elle va pouvoir collecter des métriques et les balancer au travers de Prometheus.
Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre l'appel et elle va ensuite l'envoyer à un Docker service qui est basé sur un certain nombre de réplicas. L'API Gateway, elle va être capable de scaler dynamiquement le nombre de réplicas de mon service. Par exemple, si j'ai très peu d'appels sur ma fonction, allez, je parle de mon addition de tout à l'heure, si j'ai très peu d'appels, ben, j'aurai très peu de réplicas. En gros, j'aurai un Docker service avec très peu d'instances. Par contre, si tout le monde se met à utiliser ce service d'addition, et ben, en fait, ça va augmenter automatiquement le nombre de réplicas de mon Docker service qui contient ma fonctionnalité pour pouvoir servir toutes les demandes qui affluent sur cette plateforme. Donc ça gère de la scalabilité. Il y a aussi une UI et il y a aussi la possibilité d'interagir avec une CLI, notamment pour déployer et faire fonctionner ces fonctions. Alors la gateway, on a vu que finalement elle prend les appels et ensuite elle les envoie à un Docker service. Et les Docker services, c'est quoi? C'est juste un ensemble, c'est juste un service qui est associé à n instantiations d'une même image. Cette image, elle contient votre programme à vous. Alors par exemple, si c'est un binaire, vous allez avoir votre image par exemple avec une Alpine Linux pour avoir un truc qui soit le plus limité, le plus léger possible. Vous avez votre binaire. Jusque-là, rien de très nouveau. Vu qu'on fait du serverless, dans votre programme à vous, la réalité c'est si la fonction c'est une addition, c'est un programme exécutable qui va prendre deux arguments, les opérandes par exemple, si c'est une addition à deux, et qui va vous sortir le résultat. L'idée, c'est qu'on va utiliser les flux std-in et std-out. En gros, on va passer sur std-in les arguments et les paramètres entrants, et vous allez ressortir sur votre programme tout simplement le résultat de votre calcul. Ce qui va se passer, c'est que vous allez rajouter tout simplement en plus dans votre image Docker qui contient donc finalement une image de base et votre petit exécutable, par exemple, ou votre script Python, ou votre code en JavaScript avec du Node ou quoi que ce soit, c'est du Node d'ailleurs sur cet exemple-là. Et du coup, vous allez rajouter une petite chose en plus, c'est le Watchdog. Le Watchdog, en fait, c'est juste un tout petit serveur HTTP REST qui est fourni avec la plateforme d'OpenFaaS. Et lui, finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir un tout petit listener qui va faire que finalement, quand le Docker service est démarré, j'ai une ou deux ou n instances de mon Docker service de calcul. Mais en fait, vous n'avez pas votre programme de calcul qui attend. Dans le Docker service, en fait, ce qu'on démarre, c'est juste le Watchdog. Et c'est lui, seulement lui, qui démarrera à la volée lorsqu'il est appelé votre code applicatif. Donc si on refait la dynamique, j'ai un appel qui arrive sur l'API REST de la gateway. La gateway va renvoyer l'appel au Docker service qui correspond à la fonction, par exemple à mon Docker service addition. Ce qui va se passer, c'est que du coup, comme dans tout Docker service, l'appel va être routé sur l'un des conteneurs, l'un des réplicas finalement de mon service. Et finalement, sur mon réplica, en fait, j'ai pas mon programme addition qui tourne, j'ai juste un petit programme qui est le Watchdog, qui attend un appel REST, qui est donc cet appel qui vient de la gateway. Et c'est à ce moment-là qu'il va démarrer à la volée votre exécutable ou votre programme. En l'occurrence, c'est un programme en JavaScript avec un démarré au travers de Node. Et donc, du coup, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va démarrer à la volée le programme, qui fait juste l'addition. Le programme va mourir une fois qu'il a produit son résultat. Donc, le programme a vraiment une durée de vie éphémère. On est bien dans cette logique de vie de fonction as a service. Il va retourner le résultat sur le flux std-out. Et le Watchdog va le récupérer pour le réinjecter finalement sous la forme d'un retour, d'une réponse à l'appel REST, pour le redonner à l'API Gateway, qui va, elle, le rendre au client. Donc votre programme à vous, il a une durée de vie éphémère. J'aurai des instances de Docker Service qui tournent, mais avec un micro-serveur HTTP qui ne fait qu'attendre l'APL et qui est là pour attendre et démarrer au bon moment votre programme. Et donc, du coup, vous n'avez plus besoin d'écrire toute la logique, en fait, qui va autour. Vous écrivez un programme. Et finalement, c'est une approche qui est très universelle. Parce que finalement, on prend du std-in pour les arguments. On sort sur std-out le résultat. Et donc, du coup, on peut développer, on peut faire ce qu'on veut. Puisque finalement, c'est très universel de passer par ces interfaces-là.